Savez-vous qu'entre 2017 et 2018, les actes islamophobes en France ont doublé? Depuis quelques semaines, on peut dire que les vannes ont été grandes ouvertes. D'ailleurs, l'islamophobie n'est pas nouvelle. Le mot datant de la colonisation. C'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Ça n'existe pas. Mais vous Moi, je tenez... déteste la Mais non, mais vous tenez très bien. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile. Vous restez accrochés? Parce que ça va jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Il se passe quoi en France, là? Nous sommes très inquiets de cette évolution, d'autant plus qu'elle est assumée. Et savent très précisément ce qu'ils font. Et c'est évidemment pour ça que c'est plus grave d'une certaine façon. Ça permet aussi de comprendre sans doute le développement d'une islamophobie également populaire. Cette islamophobie populaire peut se légitimer de cette islamophobie élitaire. Qu'est-ce qui a provoqué cette multiplication de propos islamophobes? Le 3 octobre 2019, Michael Harpon, fonctionnaire à la préfecture de police de Paris, assassine 4 de ses collègues. Assez rapidement vient pour le parquet de Paris l'hypothèse de la piste terroriste, appuyée par la pratique religieuse du forcené. Oui, il était converti à l'islam et aurait été proche du courant salafiste. Depuis, 2 agents de police ont dû rendre leur arme de service. De là, politique, éditorialiste et même une fac surfent sur la vague. Et on en arrive à l'humiliation de cette maman, Fatima E, qui se trouve porter un voile. Je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. Bien des personnes dénoncent cette dérive à coups de hashtags, de dérision, de tweets ou de tribunes. Mais pourquoi certaines personnes en France ont du mal à accepter qu'il y a de l'islamophobie? Et que déjà, ça existe. Sachant que l'islamophobie est une forme de racisme, notamment pour les Nations Unies ou encore la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Bien évidemment, l'argumentaire est toujours le même, la laïcité. Donc commençons par la base. La laïcité, c'est la liberté de conscience pour chacun et chacune dans le respect de l'ordre public. C'est la séparation des organisations religieuses et de l'État, et c'est l'égalité devant la loi de tous et toutes, peu importe ses convictions ou croyances. Quant à la neutralité, elle s'applique aux agents des institutions, des collectivités territoriales et des services publics. Donc ça ne s'applique pas aux mamans accompagnatrices, par exemple. En réalité, dans les faits, ça c'est une partie très observée dans les activités du CCIF. Ce sont les mamans accompagnatrices qui sont exclues des sorties scolaires malgré les décisions de justice. Nous avons de plus en plus d'agressions. Je prends l'exemple de cette jeune maman près de la région de Saint-Étienne qui s'est fait poignarder à la suite de propos islamophobes qui ont été tenus par l'agresseur. Pour la chercheuse Amel Boubaker, ce sont les femmes qui sont le plus visées par les actes islamophobes. Il y a une évolution de l'argument en France qu'elles l'ont bien cherché, c'est elles qui ont choisi finalement le voile. Et donc toute cette espèce de fantasme d'un encerclement des femmes musulmanes par un appareil idéologique lourd, là on est finalement passé à une condamnation des femmes directement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas droit à notre solidarité, elles n'ont pas droit même à notre humanité. Elle estime par ailleurs qu'il est difficile dans l'espace public, médiatique et politique de parler clairement d'islamophobie. Mais serait-ce en partie à cause de l'État? Ces 20 dernières années, il y a aussi eu une autre évolution intéressante et un peu tragique. Il y a des déclarations politiques sur l'absence d'amalgame, la volonté de ne pas faire d'amalgame, sur le rappel de la République et son accueil de tous ses citoyens et de tous ses enfants, quelle que soit leur confession. Or, il n'y a pas un leadership politique, institutionnel, qui affirmerait, en faisant un thème prioritaire sur l'agenda politique français, qui affirmerait que l'islamophobie est inacceptable en France. Et par conséquent, la justice est le seul vrai recours. Est-ce que c'est suffisant, ces signalements juridiques? On ne peut pas bâtir simplement une cité, un vivre ensemble, uniquement sur ce mode d'attaque contre attaque ou de réponse aux attaques islamophobes sous l'angle des procès. Et qu'en est-il du gouvernement actuel? On voit que, par exemple, l'argument vers lequel on tend de plus en plus, de l'interdiction pure et simple du voile dans l'espace public, pour reprendre les citations du ministre, le fait que le voile ne soit pas souhaitable dans cette République, eh bien c'est en fait, à la base, un positionnement d'extrême droite. Avec le fait que le ministre de l'Intérieur décrive toute une série de pratiques pour cibler des musulmans, cela n'est pas du tout rassurant et très inquiétant pour nous, parce que nous avons de plus en plus de signalements de personnes qui portent une barbe, qui portent peut-être un foulard et qui aujourd'hui sont stigmatisées par leurs collègues, par leurs employeurs, parce qu'ils auraient une pratique religieuse. C'est ça qui est très dangereux. Bon, surtout quand le président de la République parle de société de la vigilance.
On a eu la chance d'aller dans l'école de la République et étudier l'histoire de France et ça nous rappelle des choses assez effrayantes parce qu'on est dans la société vigilante comme elle a été présentée, dans une société de délation qui aujourd'hui n'amènera pas à un système de confiance. L'implicite de ce discours, c'est qu'au fond, les musulmans vivant en France, qu'ils soient français ou étrangers, sont effectivement aujourd'hui encore et aujourd'hui toujours pensés comme une menace potentielle. Et si le passé avait une empreinte plus grande sur la France d'aujourd'hui ? Olivier Lecourt-Grandmaison vient de publier un livre où il rappelle que l'islamophobie n'est pas nouvelle chez les scientifiques et les politiques, notamment à l'époque de la colonisation. Le terme d'islamophobie est en effet d'usage courant parmi les spécialistes de l'islam et parmi les spécialistes des colonies où vivent de très fortes populations musulmanes. Donc oui, on parle déjà d'islamophobie dès la fin du 19e siècle, début du 20e. Et du coup, les clichés islamophobes d'aujourd'hui ? Comme l'islam, religion de guerre, obstacle au progrès, à la philosophie, aux sciences, à la liberté des femmes, ou d'autres. Cette islamophobie savante, perçue comme telle au 19e et au début du 20e siècle, est aujourd'hui effectivement mobilisée par certains courants de l'extrême droite particulièrement radicale et islamophobe. Et autre chose, la figure de Renan, qui sans doute ne parle pas particulièrement à beaucoup de nos contemporains, est aujourd'hui de nouveau mobilisée par un certain nombre d'éditorialistes qui vont chercher chez Renan un certain nombre de citations leur permettant, encore une fois, de présenter comme historiquement établis les propos islamophobes qu'ils tiennent aujourd'hui. Petit exemple de ce sympathique Ernest Renan, philosophe, critique des religions, qui a été professeur au Collège de France. L'islam est le fanatisme, le dédain de la science, la suppression de la société civile. Plus de 150 ans après, ce vers quoi tend la France n'est pas franchement joyeux. Ce n'est pas en dénonçant ou en stigmatisant ou en ciblant des gens parce qu'ils ont une pratique religieuse que l'on va consolider la sécurité. Bien au contraire, l'état d'urgence a montré toutes ses limites. Les musulmans ne menacent pas la laïcité, ne menacent pas les libertés individuelles. Bien au contraire, ils ne demandent qu'à les appliquer.